Il y a des choses qu'on ne raconte pas. Pas parce qu'on a peur de ne pas être cru. Avec le temps, on s'en fiche un peu de ça. Mais parce que certaines histoires, une fois dites à voix haute, deviennent plus réelles qu'elles ne l'étaient quand elles restaient à l'intérieur. Pendant 15 ans, j'ai gardé celle-ci pour moi. Je la raconte maintenant parce que je commence à penser que la garder ne sert plus à rien, et que peut-être que quelqu'un d'autre reconnaîtra quelque chose dans ce que je décris. Je m'appelle Thierry, j'ai 44 ans, et je fais le Paris-Marseille depuis que j'ai eu mon permis poids lourd à 26 ans. Une route que je connais mieux que mon propre appartement. Chaque portion d'autoroute, chaque aire de repos, chaque endroit où la brume descend sur le Rhône en automne et transforme les phares en cônes flous qui n'éclairent plus grand-chose. Je suis quelqu'un de pratique. Je ne crois pas aux histoires. Ou plutôt, je n'y croyais pas. C'était une nuit d'octobre, il y a environ 8 ans. Je descendais vers Marseille avec un chargement de matériel industriel, départ de Paris en fin d'après-midi, conditions normales, trafic fluide, passé Lyon. Je m'étais arrêté à une aire de service entre Valence et Montélimar pour prendre un café et manger quelque chose. Et j'étais reparti vers minuit, avec encore 3 heures de route devant moi. La nuit était claire, sans brouillard, la route dégagée, une de ces nuits où on conduit presque en pilote automatique, parce que tout est exactement comme ça doit être. Je l'ai vue, à une dizaine de kilomètres de l'air, sur la bande d'arrêt d'urgence. Une femme, debout, seule, sans voiture visible à proximité, le bras levé dans le geste universel. Sur une autoroute, à minuit passé, en pleine campagne entre Valence et Montélimar, j'ai freiné sans réfléchir. 15 ans de route créent des réflexes qui précèdent la pensée, et je me suis garé sur la bande d'arrêt d'urgence une 50aine de mètres plus loin. Elle est arrivée vers la cabine avec une démarche calme et régulière, comme quelqu'un qui marche vers un bus qu'il sait qu'il va attraper. La quarantaine, cheveux bruns mi-longs, vêtements sombres, un petit sac porté en bandoulière. Aucun signe de détresse, aucune trace de larmes ou de panique. Juste quelqu'un qui avait besoin d'avancer vers le sud et qui avait trouvé le moyen de le faire. J'ai baissé la vitre et j'ai demandé où elle allait. Elle a dit « Marseille ». Je lui ai dit que j'y allais aussi. Elle a ouvert la portière et elle est montée. Les premières minutes se sont passées en silence, ce qui me convenait. Je n'aime pas particulièrement faire la conversation en conduisant la nuit. Ça divise l'attention d'une manière qui me dérange. Elle semblait comprendre ça sans que j'aie besoin de le dire. Elle regardait la route devant nous sans chercher à engager quoi que ce soit. Au bout d'un moment, elle a demandé si ça me dérangeait qu'elle ferme les yeux. J'ai dit non. Elle a posé la tête contre la vitre latérale et elle a semblé s'endormir en quelques minutes. J'ai continué à conduire. Montélimar, Orange, les premiers panneaux pour Avignon. La route défilait dans les phares, régulière et prévisible, et la passagère dormait, ou semblait dormir, dans le siège à ma droite. Je jetais un coup d'œil de temps en temps, comme on fait naturellement quand on n'est pas seul dans une cabine. Elle était là, immobile, la tête contre la vitre, le sac toujours en bandoulière. Quelque part après Avignon, je ne regardais pas le kilométrage précis, j'ai senti quelque chose changer dans la cabine. Pas un bruit, pas un mouvement, pas quelque chose de définissable. Juste une modification de la qualité du silence, si tant est que ça veuille dire quelque chose. Comme quand quelqu'un sort d'une pièce sans faire de bruit et qu'on le sait quand même. J'ai tourné la tête vers le siège passager. Il était vide. J'ai maintenu le cap pendant quelques secondes, qui m'ont paru très longues, les yeux alternant entre la route et le siège vide, comme si regarder suffisamment longtemps allait corriger ce que je voyais. Le siège était vide. Le sac n'était plus là. La vitre latérale était fermée. Je l'avais vérifié mentalement au moment où elle avait posé la tête dessus. C'était une de ces choses qu'on note sans y penser.
La portière passager avait un verrou intérieur que j'entendais toujours quand quelqu'un l'actionnait depuis l'intérieur. Je n'avais rien entendu. Le camion roulait à 90 km/h sur une autoroute en ligne droite, et la femme que j'avais fait monter 30 ou 40 minutes plus tôt n'était plus dans la cabine. Je me suis arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Pas progressivement, j'ai freiné d'une manière qui n'était pas celle d'un arrêt normal, et le camion a oscillé légèrement avant de s'immobiliser. Je suis resté assis avec les warnings allumés pendant ce qui était probablement 3 ou 4 minutes, mais qui ressemblait à beaucoup plus. Puis j'ai fait ce qu'on fait quand on cherche une explication rationnelle à quelque chose d'irrationnel. J'ai vérifié tout ce qui pouvait être vérifié. La portière passager était verrouillée de l'intérieur. Pas simplement fermée, verrouillée. Le petit bouton rouge enfoncé, celui qu'on actionne depuis l'intérieur et qui ne peut pas être activé de l'extérieur sans la clé. J'ai déverrouillé et ouvert la portière depuis mon côté. Le marchepied, l'asphalte en dessous, la bande d'arrêt d'urgence dans la faible lumière des warnings, rien. J'ai regardé le siège passager de près. Il était sec. Pas de traces d'humidité, pas de plis dans le revêtement qui aurait indiqué le poids d'un corps pendant 1 heure. Comme si personne ne s'y était assis depuis des jours. Je suis descendu du camion et j'ai marché sur la bande d'arrêt d'urgence dans les 2 sens, 100 de mètres dans chaque direction. L'autoroute était quasi déserte à cette heure. Quelques camions passaient en créant de brèves rafales de vent. Personne sur le bord de la route, personne dans les champs sombres de chaque côté de l'autoroute. Aucun signe qu'un corps humain avait atterri sur l'asphalte ou dans la végétation à grande vitesse. Ce dernier point m'a soulagé et terrifié en même temps. Soulagé parce qu'il n'y avait pas de catastrophe visible, terrifié parce que l'absence de catastrophe rendait la disparition encore moins explicable. J'ai repris la route vers Marseille. J'ai livré le chargement à l'aube, j'ai signé les bons de livraison, j'ai bu un café dans un bar ouvert tôt près du port. Le serveur m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'étais fatigué. C'était la réponse la plus courte et la moins fausse que je pouvais donner. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai cherché des informations sur des accidents ou des incidents sur l'A7 cette nuit-là, sur des disparitions signalées dans la zone entre Avignon et Marseille. Je n'ai rien trouvé de correspondant. J'ai parlé à un médecin, pas en lui racontant ce qui s'était passé, mais en décrivant des symptômes génériques de perception altérée en état de fatigue. Il m'a expliqué des choses sur les hallucinations hypnagogiques, sur la façon dont le cerveau peut construire des présences convaincantes quand il manque de sommeil, sur les mécanismes de la microsomnie au volant. Ces explications étaient cohérentes et documentées. Elles ne s'appliquaient pas à ce que j'avais vécu, pour une raison simple que je n'ai pas mentionnée lors de la consultation. Une hallucination ne verrouille pas une portière de l'intérieur. Ce détail est celui que je n'arrive pas à contourner, même après 8 ans. Tout le reste, la disparition silencieuse, l'absence de traces sur le siège, le fait de ne pas avoir entendu la portière, tout ça peut théoriquement s'expliquer par la fatigue, par l'attention divisée, par les limites de la perception humaine à 2 heures du matin sur une autoroute. Mais le verrou, le petit bouton rouge enfoncé de l'intérieur, que j'ai vu et touché moi-même après m'être arrêté, celui-là ne s'explique pas par la fatigue. Je fais encore le Paris-Marseille. Toujours de nuit, toujours par l'A7, toujours avec un arrêt à peu près au même endroit entre Valence et Montélimar. Je ne prends plus personne en stop. C'est la seule chose concrète que cette nuit-là a changé dans ma façon de travailler. Pas par peur exactement, mais par une forme de respect pour quelque chose que je ne comprends pas et que je n'essaie plus vraiment de comprendre. Il y a quelques mois, dans une aire de repos entre Lyon et Valence, j'ai parlé avec un chauffeur plus âgé que moi, qui faisait la même route depuis plus longtemps encore. On parlait de rien en particulier, et à un moment j'ai mentionné, sans vraiment savoir pourquoi, que j'avais vécu quelque chose d'étrange sur ce tronçon des années auparavant. Il ne m'a pas laissé finir. Il a hoché la tête lentement,
et il a dit qu'il y avait des tronçons comme ça sur toutes les grandes routes, des endroits qui gardaient quelque chose. Il n'a pas précisé quoi. Il a terminé son café et il est reparti vers son camion. Je ne sais pas ce que j'ai fait monter dans ma cabine cette nuit-là. Je ne sais pas d'où elle venait, ni où elle est allée. Ce que je sais, c'est que la portière était verrouillée de l'intérieur, et que le siège était vide et sec, et que ces deux faits coexistent dans ma mémoire avec une clarté que 8 ans n'ont pas réussi à atténuer. Certaines nuits, quand je passe ce tronçon de l'A7 et que la route est déserte et que les phares n'éclairent que quelques mètres d'asphalte devant moi, je jette un coup d'œil vers le siège passager. Il est toujours vide. Et je ne sais pas si c'est rassurant ou non.